Évaluation annuelle, préparation de l'année, le stress, les budgets, tout ce qui passe par là, vous avez compris, on est à la fin de l'année, c'est décembre et il faut faire le wrap-up de l'année. Bienvenue les amis, on est content de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce nouvel épisode de La Pause RH. Comme d'habitude, un café, un thé, un chocolat, un biscuit, vous le faites comme vous voulez. Vous vous posez et on va discuter évaluation annuelle, préparation de l'année, mais surtout, on va discuter intelligence artificielle. Je sais, on en a entendu parler toute l'année, de toutes les manières possibles. Beaucoup ont stressé, moi la première. Donc, beaucoup ont stressé, beaucoup ne comprenaient pas, mais je pense que c'est important qu'on en parle parce qu'il y a des outils super intéressants qui vont nous aider à bien finir l'année, mais surtout à bien préparer l'année. Comme d'habitude, je suis avec ma team, donc il y a Khadi qui est là. Salut Khadi. Hello, Patience. Comment vas-tu? Bien, et On toi? se prépare, les fêtes arrivent. C'est la partie de l'année que j'adore. Ah oui, intense à gérer les enfants Oui. et tout, mais c'est génial. Ça va être sympa. Alors, il y a Ousmina qui va arriver en deuxième partie, vous avez l'habitude. Donc, notre coach professionnel et qui va parler d'un aspect important de l'intelligence émotionnelle face à l'intelligence artificielle. Alors, innovation. Aujourd'hui, on a une belle surprise pour vous. Pour les habitués, ça va vous faire un choc parce qu'on avait toujours une équipe féminine. On était très féministes sur les bords. Donc, on a genré un peu aujourd'hui et on a la joie de recevoir quelqu'un que j'adore personnellement. Donc, voilà, on est un peu chauvin sur les bords. Mais c'est quelqu'un qu'on adore à la pause RH. C'est quelqu'un qui est vraiment une référence, une source d'inspiration et qui nous fait du bien à chaque fois qu'on le rencontre. Donc, on est content. Pour ceux qui le connaissent, c'est Monsieur Baraka. Mais on va le laisser se présenter. Bonjour, Gaïs. Bonjour Patience, bonjour Hadi. Bonjour, Gaïs. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Très très heureux d'être là. Merci à toi. Aussi, oui, Monsieur Baraka, c'est tout ce qu'il y a à dire. Merci d'être là. En tout cas, vraiment, merci d'avoir accepté notre invitation parce que on ne peut pas parler d'intelligence artificielle aujourd'hui sans parler avec toi, avec Baraka IA, qui est un outil intéressant en mon sens. Est-ce que tu peux nous en parler, Baraka IA? Oui, avec plaisir. Mais avant, je m'en voudrais de ne pas vous dire merci à vous, déjà pour l'initiative, la pause RH. Chaque fois que j'ai eu l'occasion de suivre quelques extraits, j'ai toujours été enrichi. Merci. J'aime bien le concept, j'aime bien le nom, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien les sujets qui sont traités, j'aime bien l'orientation, l'angle d'approche. Et c'est là où on peut se rendre compte effectivement que faire ce qu'on aime et faire ce dans quoi on s'épanouit, il n'y a pas de palliatif à cela. Donc, vous êtes vraiment dans votre mission, dans votre univers, vous brillez de mille feux, vous transmettez cette énergie-là, cette envie au travers également de connaissances, d'éléments pertinents. Et je voudrais simplement vous encourager. C'est pour cela que, en dépit de tout, j'ai vraiment insisté pour être là, Merci. pour pouvoir parler déjà de cette thématique, mais également pour quelque part accompagner cette très belle initiative. Parce que l'humain, c'est vraiment le centre de Baraka Gate. Nous croyons en l'humain. Nous croyons en l'humain. Nous pensons que la première ressource, nous pensons que le principal focus, c'est l'être humain. Pas pour son potentiel, même si c'est quelque chose sur quoi on travaille beaucoup, mais pour lui-même. Ouais. Pour lui-même, pour ce qui le représente, pour sa différence, pour sa diversité, pour sa singularité, et parce que l'univers, finalement, c'est les hommes, c'est les êtres humains. Donc, bravo pour cela. Merci. Et ceci étant dit, oui, parlons de Baraka IA. Baraka IA, effectivement, c'est cette entité de Baraka Gate que nous avons mise en place il y a quelque temps parce que nous avons compris que le monde connaît un véritable changement et il n'était pas question qu'on soit en marge, qu'on soit du reste. Donc, depuis un moment, nous proposons des services pour justement aider les professionnels, les organisations, les entités
à tirer pleinement profit de l'intelligence artificielle dans ce monde qui est en train de changer véritablement devant nous. Je crois que ma génération est vraiment bénie de voir plusieurs métamorphoses se produire là. Hein. On a vu le boom des réseaux sociaux, on a vu le boom des services en ligne. Là, on connaît l'intelligence artificielle. On a vu vraiment beaucoup de choses s'opérer comme transition devant nous. Donc, c'est excitant, c'est intéressant, mais en même temps, ça interpelle parce que le monde connaît une véritable métamorphose et ça va tellement vite hein, qu'il est important d'en parler, effectivement. En effet, et merci vraiment d'avoir pris ce sujet à bras le corps parce que justement, c'est très important pour les professionnels, mais le changement n'est pas évident. Le changement, c'est un aspect, une situation qui fait peur en entreprise et nous, on le vit surtout dans des entités d'une certaine taille où les changements peuvent être des moments douloureux à vivre et c'est quelque chose que nous aimons aborder ici, comment rendre le travail plus intéressant, plus épanouissant et comment permettre aux équipes d'être dans les meilleures conditions possibles. Et je sais que pendant tout cet épisode, on a vraiment parlé de l'apport de l'intelligence artificielle sur les questions d'évaluation annuelle, de préparation de l'année, de comment on fait, on le fait comment, quel outil. Et je trouve que ça va être extrêmement intéressant. Donc, pour démarrer, je vais me tourner vers toi, Khady, parce qu'on parle d'évaluation annuelle. En effet, c'est un moment particulier pour beaucoup de collaborateurs. Il y a beaucoup de choses qu'on entend sur l'évaluation annuelle. Les gens ont des perceptions des fois différentes de l'évaluation annuelle. Donc, beaucoup pensent savoir ce que c'est. Mais ce qui serait intéressant pour moi, c'est de savoir ce que ce n'est pas. Donc, quelles sont les idées reçues, les a priori qu'il faut déconstruire? L'évaluation annuelle, ce n'est pas quoi? Première chose, l'évaluation annuelle, ce n'est pas le fichier Excel. Déjà ça, ah non, c'est le fichier Excel, il faut le renseigner, il faut mettre les scores et tout ça. Et ça ramène un tout petit peu au volet admin. Donc, qui dit évaluation de fin d'année, en général, on pense à l'administratif. Et ce n'est absolument pas ça. L'évaluation annuelle, c'est de la stratégie. Autre chose que ce n'est pas, c'est pas un cadre où on va mettre à l'écart. C'est pas un cadre où on va sanctionner, c'est pas un tribunal. Bien au contraire. Cet exercice permet véritablement de pouvoir avoir une cartographie déjà d'un point de vue employeur de ses talents, des pépites, des collaborateurs qui stagnent, ceux qui évoluent timidement, beaucoup de paramètres et de métriques qui peuvent ressortir. Mais par rapport même au collaborateur, le salarié lui-même, c'est un exercice qui est d'une importance capitale parce qu'elle lui permet, en toute objectivité, de faire un état des lieux, qu'est-ce qui a été fait courant cette année, et aussi qui permet d'emboîter un tout petit peu sur des initiatives ou des projets spécifiques à mettre en place pour l'année à venir. Donc, on fait un état des lieux, on voit ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché, et ce sur quoi on veut vraiment avancer. Et ensuite, on essaie de mettre des jalons pour l'année à venir. Donc, l'éval, c'est vraiment un processus purement stratégique. Donc, ce n'est pas de l'admin, ce n'est pas de l'Excel, ce n'est pas du Word, ce n'est pas aussi, on va dire, un rendez-vous, un événement à part. On va dire que c'est la conclusion de 12 mois de follow-up entre toutes les parties prenantes dans une structure. Voilà un peu ce que je peux dire. Excellent. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis de ce que ce n'est pas, c'est le fichier Excel. Le fichier Excel, le document, pour beaucoup en entreprise, on a cette habitude, on envoie le document au collaborateur pour qu'il fasse son auto-évaluation et après, on se donne rendez-vous pour en discuter. On a l'impression que la base de la discussion, c'est uniquement le document. Et il n'y a pas cette préparation, déjà même psychologique ou émotionnel du collaborateur pour son évaluation. Parce que pour moi, ce que je dis des fois, c'est que l'évaluation, en fait, mais c'est un moment, c'est pour ça que ça s'appelle entretien. C'est un entretien d'évaluation. On échange, on discute, on partage. Et j'aime beaucoup cet aspect stratégique, extrêmement stratégique. Et ça me donne de me retourner vers Gaius en tant que chef d'entreprise. À quel point l'évaluation annuelle est stratégique pour un chef d'entreprise? L'évaluation,
Je suis d'accord avec ce que Hadi dit. Peter Drucker disait que tout ce qui ne se value pas ne s'améliore pas. Donc, on ne peut pas vraiment s'améliorer, grandir, progresser, se relancer si on ne fait pas faire le point de ce qui s'est déroulé effectivement. Donc, quand on a une stratégie, quand on a une vision, on a des axes stratégiques, on a placé, voilà, aujourd'hui, on parle de la plupart des entreprises vont faire des retraites, etc., et sortir des plans sur 3, 4, 5 ans. On vous parlera du 2025, 2029, 2024, 2027, etc. Donc, l'évaluation vient être un moment important pour justement se poser et apprécier ce qui s'est passé et pouvoir se relancer. Donc, c'est hautement stratégique. Deux erreurs que je vais rajouter, 2 points, effectivement, à ce que Hadi dit également. L'évaluation ne devrait pas être qu'en fin d'année. Donc, la fin d'année doit venir couronner parce que sur la base de ce qu'on a comme habitude, c'est l'année fiscale, on finit, on fait le point, on entre dans un nouveau cycle, effectivement. Mais en réalité, il y a d'autres petits moments, d'autres jalons qu'on pourrait utiliser pour que ce soit un atterrissage finalement. Donc, il y a des escales dans l'année qu'on pourrait utiliser. La fin du mois, la fin du trimestre, etc. La fin de certains projets. Ce qui fait qu'en réalité, l'évaluation de fin d'année ne devrait pas amener autant de contestations, de surprises que ce qu'on remarque souvent. Donc, même le collaborateur devrait effectivement pouvoir anticiper et peut-être même poser des questions avec son manager pour éviter toute surprise désagréable qui pourrait arriver s'il effectivement il a des attentes. Deuxième élément également que je vois comme grosse erreur dans plusieurs entreprises, c'est qu'il y a des évaluations, mais elles ne se limitent que sur la partie performance, sur la partie objectif et chiffre d'affaires. Ouais. Donc aujourd'hui, dans un univers où le manager ou le directeur, il est très orienté soft skills, bienveillance, bien-être et puis un état d'esprit intéressant, quand dans ton évaluation, il n'y a que ça, effectivement, tu peux te retrouver avec le contraire de ce que tu souhaites. Tu peux te retrouver à faire la promotion justement de personnes qui ont des résultats, mais au détriment de certaines valeurs, parce que justement, tu n'évalues pas ces valeurs-là. Donc, tout ce que tu n'évalues pas, effectivement, c'est en réalité que tu ne le promeus pas. Exactement. Exactement. Et peut-être si je peux rajouter quelque chose sur ce que Coach Gaël vient de dire, parce que c'est très important. Ce que l'entreprise décide d'évaluer, c'est ce que l'entreprise décide de valoriser. Donc, ça en dit beaucoup même sur la culture de l'entreprise. Donc, si l'entreprise est beaucoup orientée aussi sur ses valeurs, oui, tu as atteint les objectifs, mais comment tu les as atteints, ça prouve véritablement que ces valeurs ont une place cruciale dans sa culture d'entreprise. Donc, c'est un point extrêmement important également. Oui, et j'aime beaucoup, justement, c'est un point extrêmement important dans la mesure où ça traduit de tout ce qui est mis en place pour permettre à la personne de performer, d'être performante. C'est-à-dire que l'univers dans lequel on évolue et la responsabilité des uns et des autres dans tout ce qui se fait au quotidien, on en a parlé sur différents épisodes. Chacun est responsable de l'ambiance, de l'environnement de travail et tout pour la performance. Donc, il ne s'agit pas d'un déséquilibre qu'il faut mettre en place, mais vraiment d'un équilibre à avoir entre la performance et le bien-être et les soft skills et tout ce qui est mis en place au service de la performance. C'est vraiment ça le lien que je trouve intéressant. Et à ce niveau, Gaius, qu'est-ce qui peut donc aider, si on parle d'outils, est-ce qu'il y aurait des outils d'intelligence artificielle qui peuvent aider les managers ou les chefs d'entreprise à déjà suivre la performance tout au long de l'année, puisqu'on a parlé des différents jalons, des différentes étapes, et pour sortir donc d'une évaluation totalement subjective où on serait sur des aspects plutôt subjectifs, tu me plais pas, ou autre chose, mais être sur des trucs factuels sur tous les points, autant sur la performance que sur les soft skills. Déjà, ce que moi j'observe au quotidien, c'est qu'il est important de pouvoir percevoir la volonté du décideur. Et ça, j'aimerais vous entendre là-dessus parce que moi, j'observe effectivement que en tant que RH, en tant que spécialiste comme vous, généralement, votre posture, c'est la posture idéale. Alors que sur le terrain, ce que nous, on observe en tant que coach, en tant que formateur, c'est que parfois, les personnes qui sont censées mettre en exécution ou bien orienter justement ces évaluations-là n'en attendent pas des éléments objectifs forcément. Effectivement. Donc, pour moi, l'évaluation, c'est également le moment où l'employé peut clairement comprendre dans quel cadre il est. Donc, on l'évalue, mais lui également, indirectement,
il évalue son manager, il Exactement. évalue ses supérieurs, il évalue l'entreprise pour savoir si vraiment ce qu'il me prêche, ce qu'il prône, si c'est vraiment ce que je réalise. Parce que quand on parle d'objectivité, c'est objectivité par rapport à qui? Parce que le manager qui a reçu des instructions, peut-être qu'il est objectif par rapport à ces instructions-là et peut-être pas par rapport à toi. Vous voyez? Donc, c'est important effectivement de savoir. Peut-être que le DG, lui, il est très objectif par rapport à son conseil d'administration, mais peut-être qu'il ne l'est pas par rapport à ses collaborateurs immédiats et par rapport à la boîte. Donc, il peut faire effectivement l'affaire des investisseurs, il peut faire l'affaire de X, Y et pas l'affaire de Z. Donc, pour moi, c'est vraiment un carrefour, hein, un moment, une fois de plus, stratégique, mais pour tous les acteurs. Effectivement. C'est un carrefour de vérité où finalement tous les masques vont tomber. Sinon, les outils, ils existent. Mais l'IA, ça va être comme tout, quoi. C'est que ça va être un outil qui va permettre de faire ce que tu veux faire. Donc, à la base, qu'est-ce que tu veux en faire? Donc, si on veut masquer des choses, certainement qu'on peut être aidé. Si on veut cacher des choses, si on veut faire dire... si on veut donner un certain angle à ce qui s'est passé au cours de l'année, on peut zoomer sur certains aspects. Donc, pour moi, c'est vraiment cet alignement-là qui est la base. Sinon, les outils, ils existent. Et si depuis le début de l'année, ici, au fur et à mesure, on a collecté de la data, il existe aujourd'hui des outils extrêmement intéressants qui vont pouvoir mettre en avant ce que vous voulez. Donc, premièrement, est-ce qu'il y a un alignement? Est-ce qu'il y a une vision? Quel est l'objectif poursuivi par l'évaluation? Parce qu'il y a des évaluations qui sont déjà très orientées. C'est-à-dire que si tu veux renvoyer la personne, donc en réalité, tu n'as pas besoin d'IA. Tu veux juste quelque chose. Hein, tu veux juste tuer ton chien. Tu as besoin de l'accuser de rage, forcément. Donc, tu attends le premier cri ou, voilà, pour pouvoir dire que c'est X ou Y. Donc, à partir du moment où on se positionne dans un certain aspect, on trouve des outils. Donc, la première des choses, c'est effectivement que je suppose qu'il y avait vision, qu'il y avait objectif, hein, que ces objectifs-là ont été suivis par des moyens qu'on a mis en place pour le collaborateur. Et donc, on a collecté des éléments au fur et à mesure. Sinon, effectivement, ça va être le jour de la bagarre, le jour des discussions inutiles. Donc, les outils d'intelligence artificielle vous aident à collecter, à analyser, à traiter une grande quantité de données. Et c'est ce qui est intéressant aujourd'hui. Donc, vous pouvez avoir des fichiers pour pouvoir relever les horaires d'arrivée, pour avoir les délais de traitement de XY, pour avoir les plaintes qui sont entrées. Donc, aujourd'hui, par exemple, on a des outils qui peuvent permettre de regarder dans la boîte mail d'un collaborateur tout ce qui est arrivé, comment est-ce qu'il l'a traité, quels sont les délais de réponse. Bah oui, exactement. On peut savoir à peu près quels sont les horaires auxquels il répond à ses mails, D'accord. quels sont les horaires auxquels il ne répond pas. On peut analyser même les enregistrements des vidéos. Voilà, on peut aller plus loin. Aujourd'hui, il y a par exemple un outil qui permet à des collaborateurs d'avoir un QR code au bureau et de savoir s'ils sont là, s'ils ne sont pas là. Oui, d'accord. OK. Est-ce qu'on ne retourne pas un peu à l'état policier? Je vais dire ça d'ailleurs. Exactement. C'est pour cela qu'il faut une fois de plus savoir dans quel angle est-ce qu'on veut partir. Oui. Voilà, dans quel état est-ce qu'on est. Et policier, c'est pas mauvais non plus. Tout dépend une fois de plus de l'approche et également de la cible, des collaborateurs qu'on a en face. Vous savez, c'est un peu comme les styles de management, les styles de leadership. Quand on a des collaborateurs qui viennent d'arriver, parfois, il faut savoir leur donner des règles. Maintenant, s'ils prouvent qu'ils peuvent s'épanouir, s'ils prouvent qu'ils ont mérité justement de la confiance, on peut commencer par desserrer. Donc, à un moment, effectivement, c'est pas embêtant de pouvoir mettre des règles, parce qu'après tout, c'est pas non plus la cour du roi Péto. L'entreprise, il y a des valeurs, il y a un règlement intérieur, il y a un code, même si on respecte effectivement votre liberté, mais l'ordinateur, c'est l'ordinateur du bureau. Le bureau, c'est le bureau. Il y a des heures d'arrivée, il y a des heures de travail, il y a des heures de départ. Voilà. Donc, il y a des outils. Une fois de plus, c'est important de savoir sur quoi est-ce qu'on veut zoomer. Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant. Et quand on récolte les données, plusieurs plateformes, plusieurs outils d'intelligence artificielle peuvent vous aider maintenant à ressortir justement la vérité de ces outils-là. Vous avez un fichier Excel qui a répertorié, je ne sais pas moi, les moments de pointage. Voilà, vous le chargez dans l'outil d'IA et vous lui demandez ce que vous voulez. Vous voulez savoir le collaborateur le plus ponctuel, celui qui passe plus de temps au bureau, etc. Et puis cela va ressortir. Mais attention, une fois de plus, on sait que celui qui est présent plus souvent n'est pas forcément n'est le plus pas performant. forcément le plus performant. productif, oui. Et peut-être que celui qui rentre à 16h45, peut-être que c'est justement parce qu'il sait qu'il doit aller chercher ses enfants à la crèche, qu'il a carburé toute la journée, qu'il n'a pas discuté une heure de temps à la pause café, etc. Donc, une fois de plus, c'est
comment on arbitre derrière. Sinon, les chiffres, c'est des chiffres. Ouais. Et comme dans notre langage, on dit souvent, il faut réussir à traiter maintenant la donnée pour qu'elle devienne une information. Voilà. Et c'est ça que l'IA ne fait pas toujours. Donc, Ok. l'IA va te dire, par exemple, je ne sais pas moi, Hadi, elle est celle qui vient le plus en retard. Donc, ça, c'est ce qui vient. C'est l'info. Oui, Voilà, c'est la donnée. Voilà, c'est la donnée. c'est Est-ce la qu'on donnée. traite Maintenant, ensuite? qu'est-ce que ça veut Qu'est-ce que ça veut dire? dire? Est-ce que c'est une mère nourrice? Est-ce qu'elle travaille sur une situation? Est-ce qu'elle a une Exact. permission? Est-ce qu'elle était sur un projet? Est-ce que pendant 2 mois, elle passait d'abord chez un client avant de venir au bureau? Ça, c'est pas dedans. Voilà. Mais le fichier Excel lui est sorti avec des données et ça apparaît. Maintenant, si toi, tu veux lui faire dire exactement qu'elle n'était pas là et que tu veux la punir pour ça, tu peux. Oui, voilà. J'avoue. Oui, c'est ça. Et je trouve extrêmement intéressant toutes les possibilités et les opportunités qu'on a justement avec les outils d'intelligence artificielle. Et c'est là où justement ta question, elle est extrêmement importante. Et oui, là, je peux prendre ma casquette de celle du milieu et me tourner Vers la RH. vers la RH. Je peux prendre la casquette de celle du milieu. De dire vraiment, oui, quelle est la posture de l'entreprise? C'est-à-dire, on est en évaluation, mais justement, qu'est-ce que on veut faire dire aux évaluations? Qu'est-ce qu'on veut évaluer? Qu'est-ce qui est important d'un point de vue RH? Qu'est-ce qui est important à évaluer pour la performance de l'entreprise? Bon, déjà, l'importance va varier en fonction de toute une stratégie, en fonction de la culture aussi. Et je pense, comme l'a dit Gaius, en fonction de ce que l'entreprise veut vraiment derrière. Mais il y a peut-être des fondamentaux qui peuvent aujourd'hui permettre de créer un peu cette forme d'objectivité-là pour que toutes les parties puissent gagner, en fait, en gros. Première chose, à mon avis, c'est déjà la préparation. Et dans cette préparation-là, à l'évaluation, aussi bien pour le manager que pour le salarié, les RH doivent vraiment être présents. Présents pourquoi? Déjà présents pour pouvoir définir tous les volets, tous les KPI. Et dans les KPI, on a peut-être du chiffre, mais pas que. On a aussi des soft skills. Et on va même plus loin. On a les valeurs invisibles. Et je pense que tu l'as un peu dit tout à l'heure. C'est-à-dire, toi, quel est ton apport même dans la dynamique de l'équipe? La manière dont tu travailles, comment est-ce que ça permet à l'équipe d'être performante? Peut-être que tu n'impactes pas directement, peut-être que tu ne travailles pas sur un fichier spécifique ou sur une mission avec les autres, mais la dynamique que tu envoies, ta réactivité, voilà, ta bonne humeur. Et même, ce sont des éléments aujourd'hui qui doivent pouvoir être évalués parce que ta présence dans l'équipe a une réelle valeur ajoutée. Donc, tout dépend. Et aujourd'hui, les RH doivent se dire, OK, on va évaluer certes sur les chiffres, sur les délais, sur les livrables, sur les projets. On va évaluer sur la manière dont vous l'avez fait. Est-ce que c'était en accord ou pas avec l'entreprise? Mais on va également évaluer sur cette valeur ajoutée, souvent qui peut être invisible, ce collaborateur spécifique-là. Si on enlève tout ce qu'on vient de dire, quel est son impact dans la dynamique de l'équipe? Et à ça également, on doit pouvoir attribuer un score. Donc, ce que nous, peut-être, on fait en général, c'est que on a 2 évals, on va même dire 3. On a vraiment l'éval très technique sur les livrables, sur les délais, sur le niveau de spécificité des missions et tout ça. On a l'éval orienté sur les comportements. Et maintenant, on a une petite éval qui quand même a un certain pourcentage dans le global sur la manière dont le collaborateur aujourd'hui impacte dans le collectif. Donc, c'est une question de choix aussi de toute une entreprise de voir, mais les RH fondamentalement doivent pouvoir encadrer ça en disant « Hello, c'est la période des évals, pensez à ceci, pensez à prendre en compte ceci. » Mais je voulais revenir sur un point que coach Gaius a dit aussi, c'était par rapport au feeling. Un manager, il n'y a rien de pire qui peut le décrédibiliser que quand il vient en disant « J'ai l'impression que tu fais du bon travail. Je crois que tu n'es pas très proactive. » Et l'IA, justement, peut aider à faire ressortir ce factuel-là. Un manager qui vient avec un mood, des feelings, honnêtement, il tue l'exercice. Et l'IA doit pouvoir lui permettre de faire ressortir de la donnée, mais sur du factuel. Parce que c'est le factuel qui permet véritablement de pouvoir encadrer le collaborateur et lui dire, attention, il y a eu ça,
sur ce projet-là, j'ai pas eu l'impression que tu as bien travaillé, mais tu as vraiment bien travaillé parce que tu as eu à faire ça. On a eu des remontées, les livrables ont été soumis dans les délais, avec un très bon niveau de qualité. On a eu le feedback des clients, CRM, tout ça, c'est des éléments factuels. Mais le collaborateur aussi doit se préparer sur des éléments factuels. Le salarié doit se dire, OK, en toute objectivité, qu'est-ce que j'ai vraiment fait? Parce que ça permet même de gagner du temps avec le manager. J'ai fait ceci. Qu'est-ce que j'ai moins bien fait? Quels ont été les obstacles que j'ai rencontrés? Et c'est là où maintenant le manager va se dire, OK, quand il a bien fait, quelles ont été les conditions qui ont facilité pour qu'il fasse bien comme ça? Et quand il y a eu des blocages, quels ont été les contextes auxquels il a été confronté? C'est ça aussi l'équilibre à avoir. Pas juste dire tu as bien fait, tu n'as pas bien fait, mais décortiquer le pourquoi il a bien fait et pourquoi ça n'a pas abouti comme on l'aurait souhaité. Et ensuite, maintenant, l'IA peut aider aussi à faire un follow-up des différentes actions qui seront prises au cours de cet échange. Excellent. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans tout ça, c'est la posture dans laquelle les outils d'intelligence artificielle vont mettre tout le monde aujourd'hui dans cette posture d'avoir cette capacité d'analyse de l'information, de la donnée. Parce que l'idée, c'est pas simplement de venir justement avec un feeling, c'est de sortir de l'évaluation du feeling où on attendait, parce que pour beaucoup, certains managers, on attend juste ses collaborateurs à la fin de l'année pour bien se venger de tout ce qui n'a pas marché. Mais vraiment, les données vont mettre les gens dans la posture d'analyse pour comprendre et ressortir l'information importante qui crée le cadre et l'atmosphère et justifie ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ainsi de suite. Par contre, Radi, j'ai un point qui est important pour moi et qui me manque peut-être dans cette évaluation annuelle parce que il y a, je pense Gaius l'a évoqué, il y a une attitude qu'on a en entreprise, c'est que il y a l'évaluation annuelle qui est l'évaluation du collaborateur. Et après, quand on veut faire l'évaluation de l'entreprise, on fait une enquête. On fait une enquête de satisfaction qu'on envoie à tout le monde et tout le monde répond. Après, il y a une analyse, certes, des réponses, mais à quel moment est-ce qu'on se pose avec le collaborateur en tant que manager pour évaluer l'entreprise? Très, 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 très bon point. Et je pense que beaucoup d'entreprises pêchent sur ce point-là, patience. Effectivement, hein, les habitudes, c'est de lancer un sondage, essayer de mettre en place des plans d'action, mais on a rarement des managers qui prennent le temps de se dire, OK, on a fait ton éval, tu m'as même fait un feedback aussi hein, me concernant, comment tu te positionnes par rapport à l'entreprise, qu'est-ce que tu aimerais que l'entreprise mette en place, comment tu te projettes avec l'entreprise, qu'est-ce que tu penses que l'entreprise devait corriger. Et généralement, ce qui est vraiment déplorable, c'est que ces questions-là, on les pose lors de l'exit meeting. Quand le collaborateur est en train de faire son offboarding, on lui dit au revoir. C'est là maintenant qu'on évalue vraiment. Et ça, très sincèrement, je pense que ce sont des pratiques à réajuster. On ne va pas attendre l'exit meeting pour faire ça. Mais oui, pourquoi ne pas réfléchir à un moyen de vraiment l'intégrer dans ces évals-là? Et je pense que même là, si on joue bien le jeu et que le manager est bien formé, le collaborateur sera dans une safe zone où il pourra véritablement dire ce qui ne va pas et ce qui va aussi pour permettre de faire des remontées au niveau des RH et de la direction générale. Oui, pour moi, je trouve que c'est très important et je pense que les outils, comme Gaius dit, il y a des outils pour faire des enquêtes, pour faire des éléments importants. Alors, ma question, ce sera sur l'information, sur la donnée, sur la confidentialité de certaines informations. Je t'explique. Pourquoi, et je pense que c'est pour ça que les gens font les enquêtes de satisfaction, parce que des fois, elles sont anonymes. Pour éviter, donc la pratique en entreprise, c'est éviter que le collaborateur se retrouve, entre guillemets, sanctionné parce qu'il aura trop mal parlé de l'entreprise. Donc, c'est des fois anonyme. Mais comment est-ce qu'il y aurait moyen avec les outils que les managers se retrouvent affectés juste des réponses de leurs collaborateurs et qu'il y ait, voilà, une espèce de... Ou alors que les informations aillent uniquement à la RH, mais qu'il y ait moyen que la discussion se fasse. Là, on réfléchit à haute voix, là. D'accord, très bien. Très bien, très bien.
Déjà, c'est vrai qu'on associe beaucoup, là, depuis qu'on a commencé aussi, l'intelligence artificielle avec tout ce qui est data. Mais déjà, c'est bien de relever que l'IA peut aider sur tout le processus d'évaluation, sur Ok. tout le processus. Rien que simplement le mail qu'on envoie. Oui. Parfois, ces mails-là sont souvent catastrophiques. Tout à l'heure, elle a Ah dit, oui. c'est pas un tribunal, l'évaluation. Oui. Mais tout dépend de comment tu as envoyé le mail. Oui. Parce que tu peux envoyer le mail et le collaborateur, il tombe malade le soir. Oui, Parce que c'est vrai. évidemment, le cours, la manière, évaluation, tel jour, machin, on va faire le point. Donc, ça peut être très militaire, effectivement. Mhm. Donc, un outil d'intelligence artificielle peut t'aider à écrire quelque chose de sympathique, de bienveillant, pour mettre le collaborateur en confiance, pour que justement, il comprenne que c'est le moment de souffler, de parler de ses points de difficulté, de proposer justement des pistes d'amélioration pour l'entité, pour la boîte. Et il peut donc être dans cette dynamique-là. Deuxièmement, c'est que le manager ou le collaborateur, chacun d'eux, peut se préparer grâce à l'IA. Mhm. Il y a le volet modal aujourd'hui, même sur ChatGPT, tu l'as, et tu peux activer et t'entraîner avec ton coach. Donc, tu le mets et tu gères, parce que Sympa. parfois, effectivement, on sait que des entretiens peuvent être embêtants. Donc, on peut ne pas avoir l'habitude. Tu as été nommé manager, tu n'as pas l'habitude, tu as 2-3 collaborateurs, tu en as un qui est plus âgé que toi, qui est plus expérimenté que toi. Il faut l'évaluer. C'est peut-être ta première fois, bien ça fait 2 ans, 3 ans, mais tu n'es pas à l'aise, tu le sais. Donc, voilà, là, tu peux t'entraîner avec quelqu'un. Donc, tu dis à ChatGPT, écoute, voilà, j'ai un entretien qui va se dérouler avec mon équipe, je vais répéter avec toi. Donc, tu vas jouer le collaborateur désobligeant, ou bien le collaborateur qui n'est pas d'accord, etc., qui me rentre dedans. Et après, on va évaluer. Et il va te poser des questions. Très bien. Et tu vas répondre. Super. Voilà. La même chose pour le collaborateur. Je dois rencontrer mon patron. Je sais qu'il n'est pas souvent très, très d'accord avec moi. Je sais qu'il cherche à me tomber dessus. Je sais, voilà, donc voilà la situation, voilà le contexte. Est-ce que tu peux m'aider? Qu'est-ce que je peux lui dire? Comment je peux me préparer? Quels sont les mots? Quelles sont les approches? Et comme ça, vous discutez. Donc, tu te prépares pendant 5, 10, 15 minutes. Tu le fais 2-3 fois pendant la semaine avant d'aller justement. Comme on fait une préparation d'entretien d'embauche. Ouais. Donc là également, il peut t'aider à mieux planifier. Si tu as 15 collaborateurs, ils sont peut-être en voyage, les évaluations vont se faire à distance, même s'il est conseillé d'avoir du face-to-face. Donc là également, tu peux avoir des outils pour pouvoir t'aider à mieux organiser, à structurer les points. Pendant l'évaluation, si vous avez un outil d'entreprise, ça peut te permettre justement de prendre des notes et de ne pas avoir à oublier ou bien à trop arrêter la séance pour pouvoir prendre des notes. Après, tu peux faire des mails de suivi, les points qui ont été relevés, etc. Donc, sur tout ce processus-là, il y a des outils d'intelligence artificielle qui peuvent naturellement aider à être plus efficaces. Alors, pour en revenir à ta question, confidentialité, comment est-ce qu'on fait justement pour pouvoir rediscuter de tout ce qui a été dit parce qu'on veut trop anonymiser? Bon, déjà, commençons par mettre les pieds dans les plats. Pourquoi est-ce qu'on anonymise? Parce qu'on n'a pas créé la safe zone. Exactement. C'est quoi une équipe? Une Oui. équipe, c'est un endroit où justement on se fait confiance. Et l'un des indicateurs d'une équipe, c'est qu'on puisse se dire la vérité. Ouais. L'un des indicateurs d'une équipe, c'est qu'il y ait un feedback honnête et transparent, qu'on soit dans l'assertivité. Donc, il ne faut pas être passif, il ne faut pas être agressif, mais on doit pouvoir se dire la vérité. Ouais. Donc, s'il faut que je commence par écrire avec ma main gauche, que je mette dans une enveloppe et que je cache et que j'aille mettre dans la boîte aux lettres, alors que je peux dire à patience ce que je pense, ça veut dire un déjà qu'on peut... problème. Voilà. Ouais. Ça veut dire qu'à la base, il y a un problème. Ouais. Ouais. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut chercher à régler plutôt que de chercher à contourner. Je pense qu'il est temps qu'on apprenne à vivre dans des sociétés où on peut expliquer à de part et d'autre qu'il y a moyen de dire à son patron, est-ce que je pourrais te voir ce soir? Non, viens demain. Bon, écoute, merci beaucoup. J'ai observé quelques éléments, je voudrais t'en parler. Voilà, ça m'embête un peu, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire, etc. Voilà ce que j'ai observé. Donc, il faut apprendre à se parler. Parce que, j'espère qu'on en parlera, parce que l'autre versant aussi, c'est qu'on utilise trop l'IA Aussi. et que finalement, ça nous déconnecte. Ouais. Ça nous déconnecte. Donc, oui, il y a des outils pour le faire. On peut, un peu comme les copies à l'examen, là. Donc, on peut mettre sous anonymat et après essayer de reconstituer, voir qui avait envoyé avait dit ceci. quoi? Je pense que c'est dans ton équipe. Non, c'est plutôt chez l'autre, etc. Et ben, pourquoi ne pas se parler? Pourquoi ne pas trouver le moyen de faire en sorte que mes collaborateurs puissent me dire ce qu'ils pensent? Est-ce qu'on a besoin de passer par la RH pour refaire des centres? Moi, je connais un manager qui s'est levé un matin pour dire à son équipe, bah écoutez, on va faire de la transparence, je viens d'un séminaire management, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais il n'a pas fini la réunion. C'est clair. À un moment donné, il s'est fâché. Ah, c'est ce que vous pensez de moi?
Parce qu'il faut une préparation, il faut de la hauteur d'esprit, il faut de la grandeur. Donc, c'est ce processus-là dans lequel peut-être on devrait se mettre pour être capable d'accepter certaines vérités. Et c'est parfois quand ça fait mal qu'on est sur le chemin de la guérison. Donc, voilà. Oui, pour l'IA, on pourra en avoir, mais je préconise beaucoup qu'on garde quand même cette dimension-là qui peut quand même voilà, nous maintenir à un certain niveau de contact. Continuons pas à avoir mal, continuons pas à apprendre à avoir de l'empathie, à sourire aux autres, et pour qu'on garde quand même un peu d'humanité dans ce monde technologique. Oui, merci. Ben, vraiment, c'est ça qui est magnifique et ça rejoint vraiment tout ce qu'on dit depuis les différents épisodes. Cette safe zone de transformer les entreprises en safe zone où on peut se parler, où on peut parler des sujets qui touchent, on peut parler des sujets qui fâchent, mais qu'on puisse se faire dans le respect et dans la convivialité en ayant une idée qui est simple, c'est que on est tous ensemble pour le bien de l'entreprise parce que le bien de l'entreprise, c'est notre bien à tous. Donc, Radi, on va leur faire un petit rappel. Donc, je vais te laisser faire la petite piqûre de rappel. Comment on crée la safe zone? Les éléments essentiels pour la safe zone. Parce que là, vous allez rentrer en évaluation. Il ne faut pas aller vous battre là-bas. Donc, Mais si on arrive à mettre des safe zones, on a vraiment gagné. oui, Si on arrive à mettre des safe absolument. zones, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un environnement co-constructif. Et en famille, en association, en entreprise, c'est vraiment le génial. Mais Absolument. tous les coups bas, les petites hypocrisies, les bruits de couloir, les murmures Incroyable. vont tomber. Parce que tout ça n'existe que parce qu'on n'a pas le courage de parler. De dire On n'a les pas le choses. courage de lever la main en réunion. On n'a pas le courage de dire ce qu'on pense. On ne peut pas répondre aux mails. Donc, parfois, on attend 2 jours, 3 jours. On attend, on va parler à sa collègue. On va envoyer un message. Voilà. On envoie un message dans le groupe WhatsApp. Il n'y a personne qui répond. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'avis. C'est parce que personne Tous Se sont sont un en avis. Mais sécurité. qui va dire? On attend que le DAF réagisse. On attend Oui, que oui, chacun ses problèmes. C'est vrai. Parce hein. que ce n'est pas une safe zone. Oui. Absolument. Bon, quelques idées, hein, je pense que coach Gaïs va compléter parce qu'on a quand même une pépite aujourd'hui, donc on va... Voilà. À mon humble avis, je crois que la première chose, c'est vraiment déjà l'écoute. Oui. L'écoute sans jugement. Parce qu'aujourd'hui, ce qui attise vraiment les conflits, c'est souvent ces jugements qui naissent d'ambiguïté, d'incompréhension, tout ça. Et pour l'éviter, justement, il faut savoir écouter, observer sans juger, sans rien prendre personnellement. Et ça rejoint ton livre favori, Les 4 accords Toltec. Donc, ne rien prendre personnellement. Travailler sur notre communication, donc que notre parole, elle soit impeccable. Vraiment faire l'effort d'écouter l'autre avec beaucoup de bienveillance, d'accepter nos différences et d'être aussi tolérant sur le fait qu'on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Ouais. Donc, il faut, première chose en tout cas, écouter avec beaucoup de bienveillance et communiquer de la meilleure manière qui soit. Donc, ça rejoint beaucoup la communication non violente. Dès lors qu'on arrive à créer ça, on permet maintenant aux autres de pouvoir. Donc, il faut encourager. C'est-à-dire, viens me voir, on discute. On peut ne pas être d'accord, mais c'est pas bien grave. J'essaierai de te convaincre, tu essaieras de me convaincre. Et même si on n'a pas pu s'entendre, ça ne veut pas dire qu'on a tort l'un ou It's l'autre. okay On to va not essayer. be Voilà. okay. It's okay to not be okay. C'est ça, on va essayer de s'accommoder et d'avancer. Donc, la tolérance, pour moi, c'est vraiment la première chose qu'il faut qu'on cultive en termes de soft skills. Peut-être que je vais laisser Coach Gaïs approfondir. Très, très intéressant. Si je dois rajouter un élément que je trouve important à ce que tu as dit, c'est la vulnérabilité. C'est que si tu es un manager et que depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu ne t'es jamais trompé, vraiment, il y a un problème. Si tu n'as jamais osé dire, voilà, j'avoue que vous avez eu raison. J'avais proposé ceci, on n'était pas d'accord, on est parti dessus, mais je me suis trompé. Pardonnez-moi, je présente mes excuses. Je n'aurais pas dû. La dernière fois, j'ai envoyé ce mail, mais effectivement, ce n'était pas à moi de le faire. Ou bien j'ai répondu comme ça, je t'ai accusé. Et c'est après que j'ai vu le mail, je me suis rendu compte. Si on ne peut pas parfois reconnaître qu'on s'est trompé, présenter ses excuses, demander pardon, dire à l'autre, tu as raison, en public, qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est la grande question parce que justement, en entreprise, surtout quand on est manager, on a ce complexe du chef
et particulièrement dans nos environnements francophones où on confond le chef et le manager et le leader et toutes ces définitions qui vont un peu, qui se mélangent et qui vont dans tous les sens. Et donc, on a le sentiment que parce que je suis le chef, donc si je suis le chef, c'est que je suis le plus intelligent. C'est ça. Donc, je suis celui qui sait tout et je ne me trompe Il jamais. faut jamais montrer Il de la faut jamais, faiblesse. voilà, il faut jamais montrer de la faiblesse. Il faut pas montrer ses limites. Il faut pas montrer son humanité. Et pourtant, quelle que soit la situation, on reste des humains. On reste des humains qui se mettent ensemble pour arriver à performer, pour arriver à s'épanouir, parce que le but quand même, c'est de s'épanouir. Et je suis bien contente qu'on reçoive Ousmina qui prend la place de Khady vraiment pour parler. Et on dit un grand merci à Khady sur les questions RH. Et là, on va vraiment aller sur les questions émotionnelles. Parce que comme Gaïs a dit, voilà, on est aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on a vraiment tendance à être axé données, factuel, objectif. C'est ça l'idée. Mais l'humain dans tout ça, comment est-ce qu'on garde l'équilibre? Donc, Ousmina, on te souhaite la bienvenue avec une belle question sur l'équilibre. Merci beaucoup. Comment est-ce Merci. qu'on fait face à l'intelligence artificielle en entreprise aujourd'hui? Comment on peut faire face sur le plan émotionnel déjà? Très bien, merci beaucoup pour la question. Effectivement, on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui et quelle que soit l'entreprise, quelle que soit l'intelligence artificielle qu'on intègre dans son entreprise, si tous les leaders ne sont pas émotionnellement présents, tout s'effondre. Parce qu'en réalité, on a beau avoir, comme le disait tout à l'heure Coach Gaius, des mails où l'intelligence artificielle nous permet d'avoir de bons mails, des mails assez émotionnels et tout, mais ça, c'est dans le mail. Au moment de l'évaluation des collaborateurs, comment ça va se passer concrètement? Si on est un leader ou un manager qui a l'habitude, lors des évaluations, d'écraser son collègue, de donner des critiques, de toujours être là à voir tout ce qui n'a pas marché, ça fait que émotionnellement, le collaborateur, il est frustré, il est abattu moralement et émotionnellement. Et il ne faut pas oublier que c'est cette même personne qui va continuer à travailler avec nous. Et si déjà on l'a frustré émotionnellement, on l'a humilié, on ne l'a pas forcément évalué de manière constructive, parce que c'est important d'évaluer aussi de manière constructive. Souvent, on évalue, on est très tâche, très performance. Tu devais atteindre, je sais pas, 50% ou 90% de ce chiffre d'affaires. Tu l'as pas fait. Déjà, en fin d'année, c'est le stress. Ah oui. Tout le monde est anxieux. Tout le monde est... Tout le monde est sur le qui-vive. Toutes les personnes qui sont surtout dans les départements, dans un département commercial, quand tu l'appelles, non, je suis occupée, c'est à la fin de l'année, on a des objectifs à atteindre. Voilà, il faut faire le chiffre, absolument. Et lors de l'évaluation, c'est la catastrophe totale. Donc, tout ce que je demande, c'est que on doit être émotionnellement présent et aussi intégrer l'humain dans toute la stratégie, dans tout le diagnostic à 360. C'est-à-dire, quand on approche le collaborateur, c'est bien de voir tout ce qui est objectif de performance, mais il faut voir aussi tous les objectifs de croissance, c'est-à-dire par rapport au plan de croissance qu'on a mis en place, comment est-ce que le collaborateur s'est situé, comment est-ce qu'il s'est senti, est-ce qu'il a pu, de manière relationnelle, dans son relationnel avec ses collègues, est-ce qu'il a pu motiver les équipes, est-ce qu'il était vraiment présent, est-ce que par rapport à ses tâches, est-ce qu'il a pu intégrer des formations qui l'ont permis vraiment de pouvoir aussi avoir les résultats qu'il a eus, même s'il n'a pas forcément atteint cet objectif spécifique qu'on lui a demandé de faire. Donc, c'est là que l'intelligence émotionnelle est vraiment très importante parce qu'on travaille avec les humains, on travaille avec les collègues et on est avec ces personnes toute la journée, toute l'année. Et c'est très important d'avoir des mots vraiment bienveillants, d'avoir de l'empathie, de pouvoir écouter ses collaborateurs. Tout à l'heure, il y a Khady qui a dit écoute active. Il y a l'écoute aussi avec empathie. Savoir détecter quand ton collaborateur parle
Est-ce que dans sa voix, il y a de la tristesse? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il est vraiment bien aussi épanoui dans son cadre de travail? Merci infiniment. Et c'est tellement important, cette intelligence émotionnelle. Et je pense que Gaïus, c'était le thème, un des thèmes de la Barakadé cette année, intelligence artificielle plus intelligence émotionnelle. Alors, vous l'avez appelé l'humain augmenté. Parce que, en mon sens, ça va être extrêmement intéressant, ces humains augmentés sur 2026. Comment est-ce que vous l'imaginez et quels sont les messages qui ont été passés pendant cet événement? Clairement, ce sont les intelligences du futur. Donc, on a l'humain qui est censé être amélioré, pas remplacé. Donc, on n'est pas censé opposer ces deux éléments-là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, le travail fait partie de la vie et pas le contraire. Et qu'après le travail, il y a une vie. Donc, quand tu rentres à la maison, tu ne fais pas lier avec tes enfants. Tu ne fais pas lier avec ton épouse, avec tes parents. Donc, avec eux, tu es humain. Tu es censé donc rigoler, passer du temps, comprendre ce qui ne va pas chez ton enfant, ce qui ne va pas chez ton mari, chez ton épouse, etc. Et in fine, ce qui est le plus important pour plusieurs personnes, c'est les relations humaines. On vient dans l'être humain, on part à travers l'être humain, etc. Donc, ce qu'on fait au travail, c'est bien de l'accélérer, c'est bien de l'améliorer, mais tout ça, justement, c'est pour aller plus vers l'humain. Tout ça doit nous permettre de libérer du temps pour être plus à l'aise avec soi-même, plus épanoui, plus aligné, mais également pour être plus recentré sur ceux qui sont importants pour nous. Donc, l'IA pour aller vite, mais attention, c'est l'homme qui détermine le cap. Parce qu'on peut aller très vite nulle part. Donc, il faut déjà orienter quelque chose, avoir une vision, avoir une orientation. Et là, tu peux utiliser des outils d'intelligence artificielle pour aller plus rapidement. Deuxième élément, même si tu as un bon projet, tu as des processus, tu as des résultats, tu as des éléments, il te faut l'humain pour motiver, pour inspirer. Comment tu fais pour recruter quelqu'un? Il faut lui donner envie. Il faut justement que la personne veuille venir travailler avec toi. Donc, si tu as un talent, ce n'est pas simplement à cause de tes résultats, de X, Y, que la personne vient. Il faut que la personne soit à l'aise et qu'elle reste. Donc, pour qu'elle se lève le matin, pour qu'elle vienne, qu'elle se donne à 200%, il y a toute la motivation extrinsèque qu'on connaît, mais il y a des facteurs de motivation intrinsèques qui sont beaucoup plus puissants. Aujourd'hui, plusieurs entreprises traversent des situations assez difficiles, que ce soit au Sénégal ou dans la sous-région. Et ce sont ces éléments-là qui permettent aux collaborateurs de rester. Même quand c'est difficile, même quand on ne voit pas ce qu'on avait promis, on reste parce qu'il y a une personne, parce que je lui fais confiance, parce que je sais qu'elle va quelque part, parce que j'aime travailler avec elle, parce qu'elle me met à l'aise, parce que ce qu'elle a fait pour moi, parce que ce qu'elle a investi en moi, parce qu'on construit quelque chose, on bâtit quelque chose. Mais si c'était une relation hiérarchique simple et dure, tâches, processus, etc., il y a beaucoup qui seraient partis depuis. Donc, on veut remettre justement l'humain au cœur et on veut l'amener à rester au contrôle de ces outils-là. Et la dernière dimension, c'est justement de ne pas s'abrutir également grâce à l'intelligence artificielle. C'est un bon point. Surtout parce que là, j'ai regardé un article tout à l'heure et c'était sur une entreprise automobile où un journaliste a fait un article de presse et qui est apparu dans la presse. Et à la fin de l'article, il y a la fin de la suggestion de l'IA qui dit « Et si vous souhaitez que je régénère et tout ?» Et c'était tellement flagrant parce que l'article était très agressif par rapport à la marque de voiture. Mais à la fin, on s'est rendu compte que le journaliste, il avait fait tout son article sur l'intelligence artificielle. Et c'est l'un des aspects à éviter. C'est qu'une surutilisation de l'IA peut également nous empêcher de développer, de maintenir nos capacités cognitives. Ouais. Donc ça également, il faut faire très, très attention. Déjà, lui, non seulement il l'a utilisé, mais il n'a même pas été capable de relire, de corriger, d'ajuster. Donc, c'est quand même assez grave. C'est quand même assez grave. Et des scandales comme ça, on commence par en rencontrer. Ah, oui. Donc, parfois, tu es bien gentil d'être devant ton ordinateur, tu reçois un mail. Déjà, la première alerte, c'est qu'il est très long. Parce que généralement, on se connaît. Et on sait qu'en 3 phrases, on peut dire ce qu'on veut. Mais quand je reçois un demi-livre ou bien un e-book...
Vous me parlez d'une un mail. réunion qui aura lieu la semaine prochaine, C'est je clair. commence pas à avoir Avec des doutes. toutes les Ouais. définitions de Et quand je concept. commence par regarder à l'intérieur et qu'il y a des mots que je ne t'ai jamais entendu utiliser, des phrases et des formulations, Effectivement, il y a un problème. Oui, effectivement. Il y a un problème. oui. Donc, on finit justement. Aujourd'hui, tu vas sur LinkedIn, tu veux commenter, tu prends le post du gars, tu vas, tu reviens. Aujourd'hui, tu veux envoyer un message WhatsApp, tu vas demander à ChatGPT. Aujourd'hui, tu veux envoyer un mail, tu veux faire ceci. À quel moment on réfléchit? À quel moment on réfléchit? Donc, on va se retrouver avec certaines personnes qui vont malheureusement regresser. Parce que le cerveau, c'est un muscle. Il faut l'utiliser. Et il faut qu'il soit au contact de challenge, de défis. Donc, si tu confies tout, hein, c'est un peu comme la blague qu'on avait. Bon, désolé, hein, les femmes, vous allez encore faire une fronde sociale, mais c'est un exemple. Hein, c'est un peu comme on dit, accepte. si à la maison, la domestique cœur finit est par tout ouvert. faire, elle peut partir avec ton mari. Donc, s'il y a fait tout, tu N'est-ce peux pas? partir avec ton travail ou avec ton cerveau. C'est ça. Oui, mais c'est tellement important aujourd'hui, en effet, parce que dans la pratique, moi, au quotidien, par exemple, il y a des outils qui sont tellement intéressants et qui permettent de faire des choses mais magnifiques et en un temps record, Absolument. que le risque, justement, c'est vraiment de cette paresse et de tout confier à l'IA, et surtout qu'on leur a trouvé des noms très intéressants, c'est des assistants. Donc, du coup, Claude Haï. voilà, j'ai des assistants Oui. et dans la tête, ça peut devenir des assistants. Ils vont faire tout le travail, on ne va pas relire forcément. Ousmina, ça me ramène vers toi, justement, en tant que coach. Aujourd'hui, là, on parle d'évaluation, on est en fin d'année, on parle d'intelligence artificielle, de beaucoup de choses qui vont arriver, des changements qui vont se faire. Mais si on évalue, c'est bien parce qu'on a commencé quelque part. Donc, l'année va se terminer encore. On va encore évaluer en fin 2026. Effectivement. Mais ce qu'on oublie des fois, c'est que fin 2026 démarre en fin 2025. Donc, comment on se prépare pour l'année? Comment on se prépare à rentrer dans une année en étant rempli, en étant focus, avec l'énergie qu'il faut? En tant que coach, qu'est-ce que tu conseilles, toi, à tes clients? Très bien. Déjà, l'année est finie, l'évaluation est faite. Qu'est-ce qu'on tire de cette évaluation? On a déjà, par rapport à l'évaluation, on a déjà vu ce qui a bien marché sur tous les domaines de la vie, hein, parce que souvent, on est très concentré sur sa carrière. On a, je pourrais dire qu'il y a 5 domaines clés dans la vie. Dans notre vie, c'est vraiment la carrière, le business. Le premier domaine, on a ensuite tout ce qui est relations, la famille, les amis, le social. Ensuite, on a un autre domaine de la vie, c'est les finances. On oublie souvent nos finances. On ne sait pas comment est-ce qu'on va se projeter financièrement, quel est le chiffre d'affaires qu'on veut atteindre, comment est-ce qu'on va atteindre ça, comment est-ce qu'il faut économiser, qu'est-ce qu'il faut mettre à côté et tout. Et après, le domaine financier, un domaine spirituel. Spirituel qui est très important parce qu'on part aussi de notre foi, de notre croyance en quelque chose qui nous guide. Il faut pouvoir partir sur chacun des domaines de notre vie pour justement savoir, voilà, dans ma carrière, mon business, j'ai fait l'évaluation avec mon manager et tout. Quel est l'objectif le plus important pour moi que je veux atteindre, réaliser pour les 3 mois qui viennent, le mois qui suit, les 6 mois qui viennent, et l'année et en fin d'année, on a le récap. Comme disait tout à l'heure coach Gaius, l'évaluation ne doit pas attendre la fin de l'année pour se faire évaluer. C'est un processus. Tous les jours, on évalue ce qu'on a fait de manière quotidienne. Est-ce que c'est aligné avec notre vision? Est-ce que c'est aligné avec nos objectifs de performance? Est-ce que c'est aligné avec notre plan de croissance? Et sur chacun des domaines de la vie, on fait un point, on réfléchit, on se pose les questions qu'il faut. Et sur cette base, on évalue justement son plan de croissance sur chacun des domaines de notre vie. Et c'est comme ça que il faut le faire. C'est le conseil que je donne le plus souvent, et ne pas se focaliser uniquement sur un seul aspect de la vie. Parce qu'on a beau être focalisé carrière, il ne faut pas oublier qu'après, on a nos enfants. Qu'est-ce qu'on a prévu comme objectif
pour nos enfants? Est-ce qu'on a prévu, malgré notre carrière, de donner 1 heure de temps à nos enfants les soirs quand on rentre, même si après le coucher, on va reprendre notre ordinateur, mais est-ce qu'on a prévu du temps, de passer plus de temps avec eux? Pour avoir tout à l'heure, vous étiez en train de parler d'équilibre. L'équilibre, c'est dans tous les domaines de la vie. Si on a décidé de ne pas prier alors qu'on est croyant, et après, à la fin du mois, on se dit, oui, je n'ai pas eu le temps de prier. On n'est même pas intérieurement tranquille avec notre propre conscience. On se dit, OK, la gestion du temps est où? Qu'est-ce que j'ai fait finalement? Est-ce que j'ai été aligné? On est toujours en train de courir partout, mais c'est pour aller où à la fin? Très bien. Bah oui, c'est un peu ça. c'est tellement important et surtout les différents aspects. Et on voit qu'il y a tellement de choses à gérer finalement, Gaius. Il y a tellement de choses à prévoir, il y a tellement de choses à planifier, il y a tellement d'objectifs à se fixer sur tellement de domaines. On fait comment? Là, on est en fin d'année. Bah, nos amis, beaucoup sont, voilà, ils sont sur le 21, sur le 25 et le 31. Voilà, on va faire la fête, on va arriver le 1er, on va se dire bonne année, on va se souhaiter plein de super choses, super sympas qui ne vont pas se réaliser. Donc, comment on fait sur un plan pratique? Comment est-ce qu'on prépare une année? Et éventuellement, est-ce qu'il y aurait des outils pour suivre? Des outils IA surtout. Oui, là, on aime là, on est en fond dans la facilité. Alors, c'est super ce que Osmina partage et ce que tu dis, c'est tellement important. On sait tous comment ça se passe en fin d'année. Et aujourd'hui, c'est tellement répétitif qu'on connaît les objectifs. Santé, hein. paix, joie, beaucoup d'argent. Voilà, très bien. Et les résolutions aussi qui Oui, vont avec. résolutions. Perdre 10 Donc, kilos, la ça salle n'arrive de jamais. sport, Oui. Ah oui. la lecture. Ah oui, il y a le sport aussi dans les domaines de la vie. Il y a la santé, parce que la santé est très importante. C'est l'un des domaines justement clés Oh qui là nous là. drive. Parce que si on n'a pas la santé, en réalité, on ne peut rien faire. Tout à fait. Donc, il faut savoir réellement comment aussi s'équilibrer côté santé. Excellent. Donc, effectivement, on prend des engagements, on prend des résolutions qu'on n'arrive pas souvent à gérer. Mais je vais peut-être intervenir sur 2 points pour la fin d'année ou pour le début d'année. En réalité, l'un des éléments qui, moi, me choque au quotidien, c'est que, comment dire ça? La plupart des gens ne sont pas dans une nouvelle année, en fait. C'est pas parce qu'on passe en 2026 que les gens sont en 2026. OK. Effectivement, D'accord. oui. Donc, Il reste l'année d'avant. Oui. OK, d'accord. il y a même des gens qui ne sont pas en 2025. Les gars, mettez-vous à jour. Donc, Donc, pour ceux qui sont C'est ça en... justement Oui. la question. Alors, faites des mises à jour. C'est ça D'accord. l'expression, la mise à jour. Voilà. Donc, pour moi, tout le monde n'est pas en 2025. OK. Tout le monde n'est pas en 2025. Donc, il y a plusieurs d'entre nous qui sont en 2014, en 2016, en 2020, en 2019, etc. Et c'est ça le problème. Donc, en réalité, tout ce qui change chez la plupart des gens, c'est le Ouais. calendrier. Oui. Oui. Donc, feu d'artifice, gâteau, champagne, vœux, le chapelet. Donc, aujourd'hui, avec ChatGPT, en plus, c'est facile. Donc, tu fais un bon message, liste de diffusion, pam! Tu choisis C'est ton bon. moment, tu balances à tout le monde. Et après, chacun se débrouille pour répondre quand il peut, etc. Et finalement, c'est pas très sérieux. Pour moi, il faut se demander qu'est-ce que cette année m'a permis de construire Ouais. intérieurement. Est-ce que je suis à jour? Est-ce que je suis en 2025? Est-ce que je suis en 2026? C'est véritablement ça la question. Nos téléphones se mettent à jour, nos ordinateurs se mettent à jour. Il y a besoin de s'assurer qu'on a déroulé un nouveau logiciel et pas simplement la même carapace, la même corpulence, les mêmes habits, etc. Mais est-ce que réellement j'ai fait un shift? Est-ce que je suis à la hauteur des défis de ma société? Est-ce que je prends la pleine mesure de mon contexte, de ma situation, de mon domaine d'activité? Est-ce que vraiment je suis à jour par rapport à l'évolution du monde? Qu'est-ce que je sais aujourd'hui par rapport à la géopolitique? Qu'est-ce que je sais en ce moment par rapport à l'IA, justement? Qu'est-ce que je sais par rapport à mon secteur d'activité? Où est-ce que nous allons? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les changements majeurs qui se sont produits en 2025? Que me réserve 2026? Donc, si on n'a pas cherché à avoir un minimum de regard autour de cela, si en 2025, je n'ai pas grandi, si je suis la même personne que j'étais en 2024, les mêmes idées, les mêmes blagues, les mêmes phrases, les mêmes mots, les mêmes habits, Les mêmes amis. mais comment est-ce qu'on peut espérer qu'on va dans une nouvelle année? Wow. Ouais. Pour moi, c'est déjà ça le premier challenge. La véritable question, c'est en réalité que les gens se font porter par le temps. Ouais. Donc, la seule chose qui évolue chez la plupart des gens, la seule chose qui évolue, c'est leur âge.
Mais entre le 31 décembre et le 1er janvier, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a véritablement changé? On va gaspiller le peu d'économie qu'on avait. On va essayer d'inventer des choses au nom des enfants. On va faire toute une mascarade. Mais en réalité, on n'a pas fait le plus important. Cet état des lieux-là, cette mise à jour, ce processus de croissance-là. Et comme on ne sait pas le faire soi, on ne le fait pas pour les enfants. La seule chose que l'enfant retient, c'est cadeau de Noël, c'est de nouveaux habits, c'est chocolat, on va manger, on va aller chez Tanti Khadi, on doit aller aussi chez Tanti Ousmina, je vais inviter mes amis. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de leur apprendre? Ouais. Mais a-t-on fait le point? Combien de livres tu as lus? Combien de formations tu as suivies? Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui que tu ne savais pas? Comment est-ce que tu trouves que tes objectifs étaient ridicules par rapport à ce que tu avais parce que tu les as pulvérisés? Quelle est la fréquence de discipline? Aujourd'hui, moi, je peux te dire, par rapport à ma marche, combien de séquences est-ce que j'ai fait? Quelle est ma plus grande séquence de l'année? Et je vais essayer de l'améliorer en 2026. Et c'est ça qui permet de passer d'une année à une autre. Parce que je sais que j'ai fait ceci, je vais essayer de faire cela, je vais essayer d'aller un peu plus loin par rapport à l'année prochaine. Donc, pour moi, c'est ça le véritable challenge. Le véritable challenge, c'est est-ce que véritablement nous vivons ou nous existons? Est-ce que nous suivons le flot des choses ou est-ce que nous sommes aux commandes réellement de ce qui se passe? Et à partir de ce moment, on peut revenir sur la vision, sur les objectifs, sur l'évaluation, la roue de la vie. Comment est-ce qu'on peut aller dans une nouvelle année sans faire la roue de sa vie? Comment, avant de faire strass, champagne, paillettes et tout ça, on peut ne pas se poser pour voir où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Et plus les années évoluent, les gens comme Patience là, doivent commencer par faire un check-up chaque année, surtout qu'en plus c'est payé grassement par son entreprise. Comment est-ce que c'est possible d'être dans une entreprise qui paye tout? Si c'est nous les entrepreneurs, encore on peut calculer, se dire que bon... C'est clair. Est-ce qu'on a mis les finances à côté pour voilà, ça? si tu as budgétisé ça. Mais si c'est l'entreprise qui paye, comment tu passes dans une nouvelle année, tu ne fais pas ton bilan de santé? Donc, il y a des éléments fondamentaux, importants. Elle a parlé de certains aspects, de certains domaines. Donc, si tu crois que la religion, c'est important pour toi, comment tu passes dans une nouvelle année sans un moment de méditation, sans un petit jeûner prière, sans un moment de recueillement, sans... Franchement, franchement, les clair, amis, c'est très puissant. Oui. c'est très puissant. Et ce que j'entends, c'est vraiment ce qu'on dit ici, c'est ne soyez pas spectateurs de vos vies, parce que ce que tu dis, c'est justement ça, c'est toutes ces personnes qui sont spectateurs de leur propre vie et ils voient les événements qui s'enchaînent, mais n'ont aucun contrôle sur ce qui arrive. Aucun contrôle sur leur santé parce qu'on mange ce qu'on trouve, on fait les choses comme ça vient. Il n'y a pas de planification, il n'y a pas de discipline. Parce que pour moi, le vrai mot, c'est ça, cette absence de discipline de vie. Donc, on est tellement laxiste sur tellement de choses qui nous concernent. Et ce qui est important et ce que j'entends, c'est que véritablement, la première évaluation, avant d'aller faire l'évaluation professionnelle avec le N+1, avec ce que vous voulez, faites votre évaluation personnelle. C'est la première chose que vous devez faire. Il faut vous évaluer. Il faut évaluer sa vie. Il faut évaluer son année. Il faut évaluer son parcours. Mais déjà, le problème, c'est qu'il y en a qui ne peuvent pas s'évaluer parce qu'ils n'avaient pas d'objectif. Ils ne savent pas comment on fait ça. Donc, je ne sais pas si tu as une idée pour eux. Il faut les sauver. Comment on se fixe des objectifs pour l'année? Au moins faire un vision board. Comment ils font ça? Ouais. Effectivement, parce que les objectifs, on ne se les fixe pas. Les objectifs, ils vous sont imposés par votre vision. C'est la vision qui détermine tout. C'est la vision qui déclenche tout. C'est la vision qui te dit si tu es à jour ou si tu ne l'es pas. Donc, la vision, c'est la destination. C'est la ligne d'arrivée. C'est la projection. C'est la représentation d'un certain futur. Donc, une personne doit avoir une vision. Dangote dit que une personne qui n'a pas de vision ne devrait pas vivre. Ouais, ok. On peut estimer que c'est dur, que c'est méchant, tout ce qu'on veut, mais quand on revient sur Terre, on se rend compte qu'il a raison. Ouais. Si tu n'as pas de vision, qu'est-ce que tu fais sur Terre? Si tu es sur l'autoroute avec un vrai bolide, mais que tu n'as pas de destination, qu'est-ce que tu fais sur la voie? Ouais. Donc, première des choses, c'est une vision. Et une vision, elle doit être grande, elle doit être ambitieuse, elle doit être inspirante et elle doit être quelque chose d'aligné, quelque chose qui vient de toi. Beaucoup de personnes vivent par procuration. Ouais. C'est la vie de la belle famille, c'est la vie de leur mari, c'est la vie d'un ancien professeur, c'est un oncle qui avait dit. On sait tous comment est-ce qu'on a choisi nos filières. On sait tous comment est-ce qu'on s'est retrouvés. Hier encore, je parlais avec une dame qui me dit, c'est après 10 ans que j'ai eu le courage
de me réorienter. Ah Et oui. aujourd'hui, je parle aux plus jeunes, je parle aux gens qui sont en début de carrière. D'accord? Ouais. Donc, à un moment donné, il faut se poser et se demander ce qu'on veut faire de sa vie. Quelle est sa vie idéale? C'est tout. C'est un moment, c'est 30 minutes, c'est 1 heure, c'est une demi-journée, c'est un crayon, c'est un stylo, c'est un papier. Les 2 outils les plus puissants au monde, un crayon Ouais. et une feuille. Ouais. Et Et tu oui. t'assieds. Et tranquillement, quand tu auras déposé tous les outils d'IA à côté, quand tu auras laissé ChatGPT, quand tu auras laissé ton téléphone, tu auras laissé toutes les réflexions, la vérité va naître en toi. Les plus belles des réflexions, les plus belles réponses sont à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'un coach y fait? Un coach te dit pas ce que tu dois faire. Un coach révèle ce qui est en toi. Il fait ressortir. Donc c'est pour ça que le coaching, c'est quoi? C'est un processus fécond à travers un questionnement. C'est tout, c'est le coaching. Donc le coach, il te pose des questions et il va aller féconder en toi un certain nombre d'éléments. Donc il va révéler. Et le coaching, il est puissant quand tu te mets à pleurer ou quand tu te mets à avoir des moments eureka, d'illumination, de révélation. Ouais. C'est toi qui donne l'essence. Donc c'est un peu comme les tantes, là, les badianes, qui vont pousser quelque chose que tu dois accoucher. Et tu peux le faire tout seul. Ah oui. Maintenant, donc tu commences, tu vas noter des choses, tu vas parfois avoir l'impression que c'est en désordre et tout ça, tu ne vas pas trouver le point. Et là, maintenant, tu peux aller chercher un mentor, quelqu'un d'expérimenté, un coach pour pouvoir t'aider à trouver le juste milieu en tout ça. Mais le plus important pour moi, c'est ce moment de réflexion-là. C'est d'arrêter de courir. Hein. Il y a un mentor qui m'a dit que le moyen le plus rapide pour aller quelque part, c'est d'y aller lentement. Ouais. Et si on veut réussir sa vie, qu'on veut aller très vite dans la vie, il faut apprendre à s'asseoir. C'est incroyable les choses de la vie. Et Oui. oui. Donc, pour trouver sa vision et pour accélérer, pour aller vite en 2026, il faut trouver le maximum de temps pour vous asseoir tout seul. Pour accepter justement cette auto-évaluation dont tu parlais tout à l'heure là. Et quand elle est bien faite justement, quel que soit ce qui se passe avec ton manager, tu es à l'aise avec toi-même. Voilà. Parce que tu es aligné. Mais quand tu ne l'as pas faite, effectivement, c'est que tu subis tout ce que ton manager dit. Et tu le prends pour acquis. Tu ne peux te mirer que par cela. Mais quand tu as fait ton auto-évaluation, tu sais où tu vas. Tu sais ce que tu fais dans l'entreprise. Tu as ton plan de carrière. Tu sais combien de temps tu lui as donné pour s'occuper de toi. Et tu... Donc, tout Effectivement. ce qu'il dit, toi, tu souris. Tu es aligné. Et tu lui dis, pour le moins, je suis là. Ouais. Donc, c'est tellement important, justement, de se prendre en main. De se prendre en main, de se prendre en charge. Donc, un vision board, comme son nom l'indique, et ce qui est intéressant aujourd'hui, d'ailleurs, tu tapes vision board. Donc, vision board. Et pour le tableau de vision sur Internet, tu auras plein d'exemples. Tu vas sur Canva. Franchement, il y a à boire et à manger. Donc, tu imprimes un élément et tu vas dessiner ce que tu veux. Tu mets quelques photos dedans, donc en termes de maison, en termes de vie familiale, ce que tu veux, le nombre d'enfants, je ne sais pas moi, l'ambiance que tu veux, tu vas mettre des mots, etc. En termes d'argent, en termes de poids, en termes de contribution pour la société, pour l'environnement. Donc, tu touches tous les éléments qui te paraissent importants, tu rassembles tout ça et puis tu essaies d'en faire une image. Donc, tu peux dessiner ou tu peux demander à un outil d'intelligence artificielle de te proposer des images. Donc, tu découpes, tu fais un petit puzzle là, et puis tu as ton truc, un peu comme une pizza. Donc, tu as un peu quelques éléments qui vont entrer dedans, et c'est ta référence. Donc, c'est ton repère. Et ce qui est intéressant, c'est que ça t'aide quand tu es découragé ou quand tu as des propositions. Tu as voilà, on va acheter une parcelle là-bas. Mon beau-frère a dit qu'on doit aller à Dubaï, etc. Toi, tu sais que voilà là où je vais. Donc, à partir du moment où tu as ta vision, c'est tellement intéressant et puissant parce que tu peux contrôler les sorties de route. Et tu peux éviter de tourner en rond. Ouais. Donc, tu te demandes en fin d'année simplement, est-ce que cette année m'a rapproché de ma vision? Sinon, en réalité, tu as fait une année improductive. Tout ce que tu as accompli. Et il y a certains non contents de faire des années improductives vont même aller dans le sens contraire de leur vision. Ouais. Parce qu'on suit des autres, parce qu'on accompagne le mouvement, parce que ceci, parce que cela. Donc, s'il y a une urgence urgente, c'est soit de faire sa vision ou de la mettre à jour. Moi, ma vision, j'ai une vision 2070. La dernière fois que je l'ai mise, que j'y ai travaillé sérieusement avec mon épouse, c'était en 2020. Donc, grâce à Covid, on avait pu s'asseoir. On a une vision 2070. Donc, chaque année, on essaie de la revisiter, de voir ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut ajuster. Donc, notre vision, c'est là où elle va. Et c'est important donc pour une structure. Voilà, les entreprises ont des visions. Et on y va tous les jours. On le voit dans le couloir, on le voit dans les bureaux. Ouais.
Donc, c'est quand même triste que nous, en tant que personnes, nous ne puissions pas nous inspirer de ça parce que la première entreprise, c'est soi-même. Exactement. La deuxième, c'est sa famille. Et après, il y a là où on travaille éventuellement. Merci. Merci. Je vous l'avais dit. Oui. Nous, on l'adore. Il nous a c'est vraiment pour transportés. ça, parce que justement, c'est tellement important et c'est quelque chose, c'est un message qu'on a vraiment essayé de passer tout le long de l'année sur les différents épisodes.